Alors, Monsieur Gamalabina, pour l'OTAN, les forces ukrainiennes consomment une quantité de munitions largement supérieure à la production des États membres de l'OTAN qui doivent impérativement augmenter leur capacité. Fin de citation. Alors, selon vous, les États membres de l'OTAN ont-ils cette capacité de produire véritablement ou alors de produire une quantité suffisante pour pouvoir répondre aux besoins de l'Ukraine dans le cadre de ce conflit? Il faut déjà distinguer l'OTAN. L'OTAN, c'est pas seulement l'Europe ou les États-Unis, c'est l'Europe et les États-Unis, d'autres pays qui sont alliés plus ou moins. Mais le gros bloc de l'OTAN, il faut le diviser en deux. Il y a l'Europe d'un côté qui n'a pas les capacités parce que leurs capacités industrielles ont été largement réduites parce que les grandes, ce qu'on appelle les hauts fourneaux, les usines d'acier ne se font plus en Europe, c'est fini, il n'y a quasiment plus rien. Que leurs capacités de production militaire, bon, les Français les ont conservées malgré tout, mais ils sont très dépendants de beaucoup de produits importés, hein, les intrants pour la fabrication de pas mal d'éléments, et surtout parce que les États-Unis sont le seul pays de l'OTAN qui est capable de produire de façon massive de l'armement, mais le problème c'est qu'il faut les acheminer, il faut les transporter, et là, ce qui bloque, c'est la chaîne d'approvisionnement, la fameuse chaîne logistique qui permettrait effectivement de pouvoir alimenter en armement l'Ukraine, et c'est pas évident, parce qu'évidemment les Russes veillent au grain. Est-ce qu'ils ont les capacités? L'Europe, non. Les États-Unis, oui, mais trop loin et trop cher. Et les États-Unis sont les calculateurs. Ils n'ont pas envie de perdre de l'argent dans une guerre inutile. Ils veulent maintenir une tension, mais ils ne veulent pas s'épuiser dans une guerre. Ils ne veulent pas le refaire à nouveau comme ils l'ont fait pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, où il a fallu à la fois arroser les Européens, une partie des Russes. Enfin, c'était ça un peu la Seconde Guerre mondiale. Mais à ce moment-là, ça rapportait de l'argent aux États-Unis. Cette guerre-là ne rapporte pas d'argent. C'est une guerre de stratégie pour créer un nouvel ennemi artificiel, à savoir la Russie qui serait redevenue l'ogre soviétique, et de l'autre côté, une Ukraine qui serait une sorte de petit poussé qu'on voudrait sauver à tout prix, mais pas trop quand même. Pas, donnons pas trop d'argent, d'ailleurs, ça se discute aux États-Unis. Les questions de financement sont très, très discutées. La question du don d'armement, si on voulait vraiment soutenir l'Ukraine, on n'envoie pas une cinquantaine, une centaine de chars. On en envoie 2000, 3000. On donne tout de suite des avions, s'ils ne donneront pas, évidemment, puisque ça coûterait. Et effectivement, c'est bien d'être dit par Christelle à l'instant, donner des armes à l'Ukraine en se déshabillant soi-même, c'est compliqué à vendre ça à la population. Dans des pays où la crise économique est bien installée, où les budgets sont difficiles à boucler, où les budgets militaires ont été largement réduits pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, puisqu'on a pensé que la guerre froide était finie en Europe, et c'était vrai que c'était fini, et que raviver une tension à l'Est qui était parfaitement inutile et qui aurait pu être évitée, eh bien, ça donne tout de suite, ça met en lumière, ça met en exergue le fait que les Européens sont incapables de produire suffisamment, même pour se protéger eux-mêmes. Ça a été évoqué aussi, la question des munitions, parce que quand on a un char d'assaut, s'il n'y a pas de munitions qui accompagne le char, ben, il sert à rien. C'est juste une boîte de métal comme ça blindée qui va être rapidement explosée. Donc il y a besoin d'acheminer beaucoup de munitions. Que en substance, on fait un rapport, c'est le 1 pour 10 le rapport, ça a été dit par Christelle aussi. Vous avez les Ukrainiens qui vont tirer un missile quand les Russes en tirent 10. C'est ça les capacités. Et la différence fondamentale entre l'Ukraine et la Russie et puis l'OTAN, c'est que l'OTAN, côté européen, a cru que la guerre froide était finie et c'était fini, donc ils se sont largement réduit leur budget militaire, pensant avoir le parapluie américain. De l'autre côté, les Russes n'ont jamais cru qu'il fallait réduire les capacités industrielles de l'armée, puisque c'était aussi une mamelle économique. Ça permettait de gagner de l'argent en exportant des contrats importants d'armement à l'étranger. Donc c'est resté quand même une des principales points de pommes de richesse de la Russie. C'est un véritable levier de croissance pour les Russes qui n'ont jamais été baissé, même s'ils avaient peu d'industrie légère, ils ont toujours eu ça en avant. Et qu'effectivement, les Russes, pendant 20 ans, avec l'arrivée de Poutine au pouvoir, ont redéveloppé à plein régime leurs industries militaires, donc ont une capacité de production considérable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les 3-8. Les usines tournent à plein régime, donc largement plus que les besoins du terrain actuel en Ukraine. Pourquoi? Parce que les Russes considèrent que dans cette volonté de faire durer la guerre, les Européens pourraient faire d'autres coups fourrés. Or, le redéploiement géopolitique des Russes va bien au-delà de l'Ukraine. On voit bien en Afrique, on voit bien en Asie, ça commence à se positionner. On voit bien que les Russes deviennent un petit peu une sorte de bras armé sur le plan militaire tout en ne perdant pas de vue l'économique, évidemment, et que les Chinois sont le bras armé économique du bloc de l'Est reconstitué. Je dis toujours bloc de l'Est reconstitué parce qu'effectivement, les Américains voulaient reconstituer un bloc de l'Ouest artificiellement. C'est la raison des provocations multiples à Taïwan et contre les Russes. On voit bien qu'il y a vraiment une volonté de les piquer. Et les Russes et les Américains, pour la première fois de leur histoire, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, sont enfin d'accord. La dernière fois qu'ils ne se sont pas mis d'accord, c'était en 62, je le rappelle. Donc c'est dire un peu leur redéploiement géopolitique considérable, mais concernant les capacités effectivement de production industrielle européenne à proprement parler, elles sont quasiment inexistantes. Et ça leur coûterait évidemment trop cher. Les États-Unis jouent leur partition à merveille, puisqu'ils sont là pour gagner
sur le plan économique, ramasser la mise avec les sociétés qui vont aller s'installer chez eux, puisqu'ils ont déjà fait un appel à l'installation, et fragiliser une Europe qui n'avait pas besoin de ça après le Covid, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, enfin non, la possibilité de produire suffisamment d'armement pour l'Ukraine est quasiment exclue. Il faut voir juste la négociation difficile pour envoyer, par exemple, là, on vient d'apprendre que, je crois, il me semble que les Norvégiens vont envoyer 8 chars Léopard, ça vous donne un peu le niveau de capacité ridicule qui sont proposés. 8 chars Léopard sur le théâtre d'opération, c'est quoi? C'est 1 heure de vie, 2 heures, un mois. Je dis franchement, je comprends même pas cette plaisanterie. Mais par contre, c'est tuer des hommes parce que malheureusement, les gens qui sont dans les chars, ce sont des sardines qui vont être grillées par les attaques de l'aviation russe. Ceux-là vont effectivement souffrir inutilement. Donc les capacités très limitées, la surproduction industrielle impossible, parce qu'effectivement, ça coûte cher hein, quand même de fabriquer des chars, ça coûte beaucoup d'énergie. Il faut quand même faire le métal, le fondre, l'assembler, beaucoup d'heures de travail, beaucoup de connaissances et de capacités qui ont été pour beaucoup abandonnées en Asie particulièrement, et donc incapacité chronique de pouvoir assurer cette guerre. Conséquence de quoi? À part ces opérations d'esbrouf et cette façon, ces espèces d'incantations à croire que l'Ukraine va gagner la guerre. Vous vous rendez compte qu'on entend encore ça en Europe, hein. On est vraiment dans le grand guignol. Et bien dans les faits, malheureusement, les Ukrainiens vont perdre, et ils vont pas seulement perdre la guerre, ils risquent de perdre beaucoup de territoire, si ce n'est tout le territoire. Afrique Média, le monde, c'est nous.